Egzamin maturalny z języka francuskiego. Poziom podstawowy. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od 1 do 3. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań, sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Texte 1. Passons maintenant aux faits divers. Ce matin, une dizaine de jeunes gens tournaient un vidéoclip de rap sur le parking d'un supermarché situé dans la banlieue de Lyon quand ils ont été stoppés par l'arrivée de la police. Les jeunes, qui possédaient de fausses armes, n'avaient pas l'autorisation de filmer dans un lieu public. La police est intervenue après un coup de téléphone des employés du supermarché qui pensaient assister à une scène de guerre des gangs. Les images que vous voyez sur votre écran ont été enregistrées par un des clients sur son téléphone portable. Texte 2. Il y a des clients faciles et des clients moins faciles, ceux pour qui je suis transparente et ceux qui me disent bonjour. Certains attendent l'ouverture du supermarché devant la porte, les autres se perdent et me demandent de les aider. Il y en a qui me draguent. D'autres qui sont méchants, surtout au moment où ils doivent payer cher leurs courses. En tout cas, impossible de dire que je fais quelque chose de monotone et ennuyeux. Texte 3. Hier, j'ai participé à la Fashion Week de Paris. La maison Chanel a choisi un décor de supermarché pour présenter sa nouvelle collection automne-hiver. Tout était soigneusement réalisé pour amuser les invités qui prenaient des photos devant des boîtes de conserve ou derrière un chariot de course. Nous avons défilé dans les rayons d'un supermarché. C'était inhabituel, mais très original. Le directeur artistique de la maison Chanel a expliqué aux journalistes que la mode ne doit pas être coupée de la vie. Texte 4. Je suis mère de 5 enfants. Mon mari est au chômage. Un jour, j'étais à la caisse d'un supermarché et ma carte de paiement n'a pas été acceptée. La femme qui était derrière moi a payé mes courses sans rien dire. Elle a ainsi offert un repas à mes enfants qui avaient faim. Son geste a changé notre vie. Je voudrais la remercier de tout mon cœur. Mes enfants l'appellent notre ange gardien. Texte 5. Moi, j'évite tous les supers ou les hypermarchés. Tout ce qui est cuisine industrielle, c'est fini pour moi. Ce que je ne peux pas faire moi-même, je l'achète dans des magasins bio. La viande, je préfère l'acheter chez le boucher. Dans les supermarchés, on paye la marque, pas la qualité. Pour moi, il y a trop de monde, trop de stress. Et en plus, ce n'est pas bon pour l'environnement, car il y a trop d'emballages et de déchets plastiques en général. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Texte 1. Passons maintenant aux faits divers. Ce matin,
une dizaine de jeunes gens tournaient un vidéoclip de rap sur le parking d'un supermarché situé dans la banlieue de Lyon, quand ils ont été stoppés par l'arrivée de la police. Les jeunes, qui possédaient de fausses armes, n'avaient pas l'autorisation de filmer dans un lieu public. La police est intervenue après un coup de téléphone des employés du supermarché qui pensaient assister à une scène de guerre des gangs. Les images que vous voyez sur votre écran ont été enregistrées par un des clients sur son téléphone portable. Texte 2. Il y a des clients faciles et des clients moins faciles, ceux pour qui je suis transparente et ceux qui me disent bonjour. Certains attendent l'ouverture du supermarché devant la porte, les autres se perdent et me demandent de les aider. Il y en a qui me draguent. D'autres qui sont méchants, surtout au moment où ils doivent payer cher leurs courses. En tout cas, impossible de dire que je fais quelque chose de monotone et ennuyeux. Texte 3. Hier, j'ai participé à la Fashion Week de Paris. La maison Chanel a choisi un décor de supermarché pour présenter sa nouvelle collection automne-hiver. Tout était soigneusement réalisé pour amuser les invités qui prenaient des photos devant des boîtes de conserve ou derrière un chariot de course. Nous avons défilé dans les rayons d'un supermarché. C'était inhabituel, mais très original. Le directeur artistique de la maison Chanel a expliqué aux journalistes que la mode ne doit pas être coupée de la vie. Texte 4. Je suis mère de 5 enfants. Mon mari est au chômage. Un jour, j'étais à la caisse d'un supermarché et ma carte de paiement n'a pas été acceptée. La femme qui était derrière moi a payé mes courses sans rien dire. Elle a ainsi offert un repas à mes enfants qui avaient faim. Son geste a changé notre vie. Je voudrais la remercier de tout mon cœur. Mes enfants l'appellent notre ange gardien. Texte 5. Moi, j'évite tous les supers ou les hypermarchés. Tout ce qui est cuisine industrielle, c'est fini pour moi. Ce que je ne peux pas faire moi-même, je l'achète dans des magasins bio. La viande, je préfère l'acheter chez le boucher. Dans les supermarchés, on paye la marque, pas la qualité. Pour moi, il y a trop de monde, trop de stress. Et en plus, ce n'est pas bon pour l'environnement, car il y a trop d'emballages et de déchets plastiques en général. Zadanie drugie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania do tekstu pierwszego. Texte 1. Vous n'avez jamais rêvé d'une salle d'examen, d'une épreuve du bac? Moi, oui. Voilà mon rêve. C'est le matin du bac. Je sens que je suis plus stressée que d'habitude car je ne suis pas prête. Je me rappelle tout juste la matière que je vais passer. Et quand je m'approche de l'établissement, je m'aperçois que je ne connais pas le numéro de la salle où je vais passer l'examen. Et puis je me réveille et je suis plutôt amusée. Le cauchemar de l'examen, je le fais régulièrement depuis 25 ans. C'est toujours dans des moments où ma vie est en train de changer. Quitter un job, passer des entretiens avec des clients, signer des contrats. Ça m'arrive assez souvent. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Vous n'avez jamais rêvé d'une salle d'examen, d'une épreuve du bac? Moi, oui. Voilà mon rêve. C'est le matin du bac. Je sens que je suis plus stressée que d'habitude car je ne suis pas prête. Je me rappelle tout juste la matière que je vais passer. Et quand je m'approche de l'établissement, je m'aperçois que je ne connais pas le numéro de la salle où je vais passer l'examen.
Et puis je me réveille et je suis plutôt amusée. Le cauchemar de l'examen, je le fais régulièrement depuis 25 ans. C'est toujours dans des moments où ma vie est en train de changer. Quitter un job, passer des entretiens avec des clients, signer des contrats. Ça m'arrive assez souvent. Zapoznaj się z treścią zadania do tekstu drugiego. Texte 2. Aujourd'hui, je vous présente Ayet Louaï qui a créé l'association Un regard pour toi. Cette association propose aux personnes malvoyantes de faire du shopping vestimentaire avec des bénévoles qui, eux, voient et les aident. Bonjour Ayet. Pourquoi vous avez lancé Un regard pour toi? Bonjour, moi je suis malvoyante, c'est-à-dire que je ne vois pas bien. Quand je vais dans un magasin pour acheter des vêtements, je ne sais jamais si je vais trouver un vendeur disponible. Alors, j'ai pensé que les gens qui aiment faire du shopping pourraient m'aider en venant avec moi et en m'expliquant ce qu'ils voient. Maintenant, grâce aux bénévoles, je porte d'autres choses qu'avant. Et au travail, mes collègues me demandent souvent où j'ai acheté mes vêtements. En quoi les vêtements sont-ils importants pour les malvoyants? On vit dans une société où l'apparence est importante. Si les gens pensent « Bah oui, elle ne voit pas, mais waouh, elle est bien habillée !» Ça nous aide à nous sentir bien dans chaque situation, dans le milieu professionnel ou entre amis. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Aujourd'hui, je vous présente Ayet Louaï qui a créé l'association Un regard pour toi. Cette association propose aux personnes malvoyantes de faire du shopping vestimentaire avec des bénévoles qui, eux, voient et les aident. Bonjour Ayet. Pourquoi vous avez lancé Un regard pour toi? Bonjour, moi je suis malvoyante, c'est-à-dire que je ne vois pas bien. Quand je vais dans un magasin pour acheter des vêtements, je ne sais jamais si je vais trouver un vendeur disponible. Alors, j'ai pensé que les gens qui aiment faire du shopping pourraient m'aider en venant avec moi et en m'expliquant ce qu'ils voient. Maintenant, grâce aux bénévoles, je porte d'autres choses qu'avant. Et au travail, mes collègues me demandent souvent où j'ai acheté mes vêtements. En quoi les vêtements sont-ils importants pour les malvoyants? On vit dans une société où l'apparence est importante. Si les gens pensent « Bah oui, elle ne voit pas, mais waouh, elle est bien habillée !» Ça nous aide à nous sentir bien dans chaque situation, dans le milieu professionnel ou entre amis. Zapoznaj się z treścią zadania do tekstu trzeciego. Texte 3. On les appelle les naïfs, les peintres enfants, ou encore les peintres du dimanche. Au début du XXe siècle, certains de ces artistes vivaient à Montmartre. À l'ombre de la basilique du Sacré-Cœur, nous avons rencontré leurs héritiers. Michel Huyghe vend ses toiles dans le quartier depuis 40 ans. Il nous donne la parfaite définition d'un peintre naïf. Un peintre naïf, pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études et qui peint seulement par instinct. Plus loin, une historienne nous conduit vers un autre site de Montmartre,
la place Constantin-Pecker. En 1921, y a été organisée la première foire aux croûtes. Cette exposition vente à ciel ouvert est devenue une chance pour les plus talentueux des peintres naïfs, car parmi les tableaux qui ne valaient pas grand-chose, se cachaient des trésors. Cette foire a permis à certains artistes d'être vus par des collectionneurs et par des marchands. Cette exposition est devenue une chance pour les naïfs, car ils n'avaient pas accès au salon des indépendants où ils n'étaient pas proches d'un marchand qui exposait leurs tableaux. Ils montraient donc leurs œuvres ici. Chaque artiste naïf a, disons, ses techniques, ses obsessions, et surtout, il a un monde à lui. Cela lui apporte une grande liberté. Les naïfs n'hésitent pas à ignorer les règles de l'art, surtout celles de la perspective et des proportions. Cela donne du charme à leur toile. Cette naïveté, qu'elle soit volontaire ou non, les rend parfois révolutionnaires. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. On les appelle les naïfs, les peintres enfants, ou encore les peintres du dimanche. Au début du XXe siècle, certains de ces artistes vivaient à Montmartre. À l'ombre de la basilique du Sacré-Cœur, nous avons rencontré leurs héritiers. Michel Huyghe vend ses toiles dans le quartier depuis 40 ans. Il nous donne la parfaite définition d'un peintre naïf. Un peintre naïf, pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études et qui peint seulement par instinct. Plus loin, une historienne nous conduit vers un autre site de Montmartre, la place Constantin-Pecker. En 1921, y a été organisée la première foire aux croûtes. Cette exposition vente à ciel ouvert est devenue une chance pour les plus talentueux des peintres naïfs, car parmi les tableaux qui ne valaient pas grand-chose, se cachaient des trésors. Cette foire a permis à certains artistes d'être vus par des collectionneurs et par des marchands. Cette exposition est devenue une chance pour les naïfs, car ils n'avaient pas accès au salon des indépendants où ils n'étaient pas proches d'un marchand qui exposait leurs tableaux. Ils montraient donc leurs œuvres ici. Chaque artiste naïf a, disons, ses techniques, ses obsessions, et surtout, il a un monde à lui. Cela lui apporte une grande liberté. Les naïfs n'hésitent pas à ignorer les règles de l'art, surtout celles de la perspective et des proportions. Cela donne du charme à leur toile. Cette naïveté, qu'elle soit volontaire ou non, les rend parfois révolutionnaires. Zadanie trzecie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Élodie, être bruiteuse, c'est être technicienne ou plutôt créatrice? Faut-il être aussi actrice? Pour exercer ce métier, il faut posséder plusieurs compétences. N'oublions pas que la radio, c'est un travail d'équipe. Nous réfléchissons toujours ensemble et quand toute l'équipe est d'accord, je commence l'installation d'une scène. Où placer les micros, où mettre les acteurs, à quel endroit réaliser le bruitage. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Tout cela pour créer une image sonore qui correspond à l'histoire racontée aux auditeurs. Le bruitage, c'est la reconstitution artificielle de bruit. Nous travaillons avec des objets, nous conservons, nous recyclons. On a pu croire que le métier allait disparaître à l'arrivée du numérique et surtout avec toutes ces banques de sons qui disposent d'un nombre incroyable de bruits. Elles sont d'ailleurs très utilisées par les réalisateurs car certains sons restent compliqués à reproduire.
Donc oui, l'arrivée du numérique a changé tout le fonctionnement de la production radiophonique et le bruitage n'est pas une exception. Mais le bruitage ne disparaît pas car il permet de gagner beaucoup de temps en fabriquant des sons précisément adaptés à une scène, à bonne distance, en suivant l'intention du personnage au rythme choisi par le réalisateur. Est-il vrai qu'un bon bruitage ne doit pas être remarqué? Quand j'écoute un acteur, j'ai envie d'être emportée dans ce qu'il me raconte. Pour le bruitage, c'est pareil. Je veux croire à l'histoire qui se joue et la technique doit alors s'effacer. Un bruitage doit-il être vraisemblable? Pas forcément. Le bruitage est là pour nous fasciner. Selon l'histoire, la scène, il nous faut trouver comment on souhaiterait que les choses fassent du bruit. On pourrait retrouver le son de la forêt avec de petits bruits de verre, celui de la mer avec une plaque de plexiglas que l'on agite. La poésie n'est pas seulement dans le verbe. Les sons aussi nous emmènent dans les secrets cachés de nos têtes. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Élodie, être bruiteuse, c'est être technicienne ou plutôt créatrice? Faut-il être aussi actrice? Pour exercer ce métier, il faut posséder plusieurs compétences. N'oublions pas que la radio, c'est un travail d'équipe. Nous réfléchissons toujours ensemble et quand toute l'équipe est d'accord, je commence l'installation d'une scène. Où placer les micros, où mettre les acteurs, à quel endroit réaliser le bruitage. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Tout cela pour créer une image sonore qui correspond à l'histoire racontée aux auditeurs. Le bruitage, c'est la reconstitution artificielle de bruit. Nous travaillons avec des objets, nous conservons, nous recyclons. On a pu croire que le métier allait disparaître à l'arrivée du numérique et surtout avec toutes ces banques de sons qui disposent d'un nombre incroyable de bruits. Elles sont d'ailleurs très utilisées par les réalisateurs car certains sons restent compliqués à reproduire. Donc oui, l'arrivée du numérique a changé tout le fonctionnement de la production radiophonique et le bruitage n'est pas une exception. Mais le bruitage ne disparaît pas car il permet de gagner beaucoup de temps en fabriquant des sons précisément adaptés à une scène, à bonne distance, en suivant l'intention du personnage au rythme choisi par le réalisateur. Est-il vrai qu'un bon bruitage ne doit pas être remarqué? Quand j'écoute un acteur, j'ai envie d'être emportée dans ce qu'il me raconte. Pour le bruitage, c'est pareil. Je veux croire à l'histoire qui se joue et la technique doit alors s'effacer. Un bruitage doit-il être vraisemblable? Pas forcément. Le bruitage est là pour nous fasciner. Selon l'histoire, la scène, il nous faut trouver comment on souhaiterait que les choses fassent du bruit. On pourrait retrouver le son de la forêt avec de petits bruits de verre, celui de la mer avec une plaque de plexiglas que l'on agite. La poésie n'est pas seulement dans le verbe. Les sons aussi nous emmènent dans les secrets cachés de nos têtes. Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął.